Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y en a ce matin, je lis les informations des personnages, alors je sais pas comment je vais faire. Parce que là j'ai deux vidéos actuellement dans ma galerie, ça veut dire que de 30 minutes en plus les deux parties de The Little Miss Forty qui seront bien sûr postées avant cette vidéo. Alors n'hésitez pas à aller les voir. Ça va être compliqué parce que ma vidéo risque de se couper en trois parties. Bon, c'est pas un problème qu'elle se coupe, c'est juste que de mon côté, moi, il faudra que je les touche, Wow, je bégaye. Il faudra que je les assemble. En sachant qu'aujourd'hui même, alors où je tourne, j'ai déjà fait une autre vidéo, c'est-à-dire que là, je n'ai plus de voix, en sachant que je vais devoir lire. Et foutu. Alors du coup, rappelez-vous, la dernière fois, on s'était arrêté au club d'art et on a ces trois-là. Alors, vous dites que trois, c'est pas beaucoup. Attention! Attention les yeux. Alors oui, la qualité n'est pas extrêmement incroyable parce que je lis. La seule chose que vous devez voir, c'est voir les persos, c'est tout. Alors, pas besoin d'une qualité incroyablement incroyable. Alors, attention, ça va être long. C'est pas fini, hein. Non, c'est que le début, ça. Oh mon dieu. C'est très long. Voilà, maintenant, voilà. On est à la moitié. Un petit peu. Boum! Oh, j'ai vu le mot boum, là. Ah, c'est incroyable. Ah oui, il faut que je traduise. C'est pas en français, en plus. J'ai oublié de traduire. Voilà, juste pour vous montrer la longueur. Voilà, c'est extrêmement long. Alors, comme lui va nous prendre pas mal de temps. Attendez, voilà, je traduis. En sachant que du coup, lui va nous prendre pas mal de temps et ces deux-là sont pas longs, mais il faudra qu'on voie absolument tous les membres. Alors voilà, on commence par le club de photographie. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, au moins comme ça, même ça ne fera pas une vidéo trop longue, ça passe. Alors du coup, voici le club de photographie qu'on connaît tous. Je crois qu'on est bien d'accord que lui, je l'ai pas fait. Bah, dans mon autre vidéo, non, lui, je l'ai pas fait. Voilà, bon, ce qui me perturbe, c'est que où est le chef? Où est le chef? Il est passé où, le chef là du club là? Il est passé où? Ils l'ont... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, bah, ils ont laissé le chef derrière, ils ont dit non, non, lui, on le prend pas. Non, lui, il reste où il est, non, c'est bon. Alors, Fred John, ça va nous parler de tous les... Et voilà. Ça va nous parler de tous les membres. Alors, c'est peut-être celui qui n'est pas là. Bref, allez, j'arrête de parler, on continue, on commence. Fred John, connu au Japon sous son nom Katakana, ça fait beaucoup de A. Ferudo, voilà, les noms, est un jeune homme américain qui a voyagé au Japon pour réaliser son rêve de toujours, de devenir un lycéen japonais ou du moins de jouer au rôle en tant que lycéen à l'académie, qui est une académie post-lycée qui ressemble délibérément à un lycée à bien des égards. Après avoir réussi l'examen d'entrée à l'académie, il s'est inscrit au succès à l'école. Il a fait le tour de tous les clubs disponibles, essayant de décider lequel rejoindre. Après une période d'indécision, il a finalement rejoint le club de photographie parce qu'il avait un intérêt passager pour la photographie. Mais il a finalement trouvé ennuyeuse une envie de passer son temps à regarder des dessins animés et à lire des mangas et à jouer à des jeux vidéo à la place. Lorsque le chef du club de photographie a obtenu son diplôme, Ferudo est devenu le nouveau président et a saisi l'occasion de renforcer secrètement le club. Il a transformé une zone fermée par des rideaux en une cachette secrète où il pouvait manger des collations et lire des mangas en paix. Le conseil des étudiants l'a appris presque immédiatement, mais a décidé que cela ne méritait pas de mesures disciplinaires, pour l'instant du moins. Alors, il n'est pas là, il n'est pas là le chef. Alors, Tsukudi et Rojasu et Ojasu, c'est les deux là. Les deux là. Voilà. Oui, super, attendez, parce que je fais ça, mais le problème c'est qu'après je perds. Tsukudi et alors Tsukudi et alors on va parler après. Et Rojasu sont deux amis de longue date qui vont partout au fond, tous ensemble, surtout se détendre et manger des collations. Alors qu'ils cherchaient des âmes sœurs avec qui discuter d'anime et de manga, ils ont rencontré Ferudo et sont rapidement devenus amis avec lui. Une fois que leur ait fait suffisamment confiance, il lui a fait savoir à quoi il utilisait vraiment la salle du club de photographie et ont rejoint le club le jour même.
Desfani qui est elle, oui, je crois, oui, était l'idole de son collège, la reine des abeilles, la fille la plus populaire de l'école. Beruma, qui est elle, Beruma, quant à lui, était un paria. Beruma, bref, un paria impopulaire qui était souvent intimidé, parce qu'ils étaient tous les deux aux antipodes de dizaines de façons différentes. Ils avaient initialement une très mauvaise opinion l'un de l'autre, ce qui les a presque fait ressentir un dégoût physique à la vue l'un de l'autre. Un jour, Desfani et Beruma ont appris par pur hasard qu'ils partageaient tous les deux une obsession extrêmement intense pour le même manga. C'était intérêt commun leur a instantanément fait oublier tout ce qui les rendait différents les uns des autres, et ils ont parlé pendant des heures de manga, développant un lien profond à un rythme étonnamment rapide. Le lendemain, Desfani a vu Beruma se faire intimider et l'a défendu. Défendre une fille boiteuse, pas cool, bizarre comme Beruma a coûté à Desfani beaucoup de crédibilité sociale et a perdu son statut de sa popularité presque instantanément. Cependant, elle s'en fichait. Si dépendre ses amis n'est pas cool, alors je ne veux pas être cool. Ces mots a ému Beruma aux larmes, et les deux sont les meilleurs amis depuis. Desfani a été la seule amie de Beruma pendant le reste du collège et du lycée. Les notes de Beruma ont toujours été phénoménales et Desfani lui a prédit un avenir brillant. Elle a suggéré que Beruma postule pour l'académie. Beruma a déclaré qu'elle ne postulerait pas si Desfani n'était pas là. Desfani a dit que c'était impossible, il n'y avait aucun moyen qu'elle puisse réussir l'examen d'entrée, notamment notoirement difficile. La solution de Beruma était de devenir le tuteur de Desfani. Désolée pour la prononciation des mots, hein, pour les prénoms, je veux dire. Des mois de session d'études nocturnes ont suivi. Ils ont passé l'examen d'entrée ensemble et les cœurs battants. Ils ont vérifié leurs résultats en même temps. Réussir. Ils ont crié et se sont serrés dans les bras et ont célébré non seulement l'entrée à l'académie, mais aussi le fait qu'ils passent la prochaine année ensemble. Desfani chérissait Beruma, mais se sentait triste de ne pas avoir plus d'amis. Beruma détestait socialiser avec plus d'une personne à la fois, mais Desfani insistait sur le fait qu'elle devrait se remettre à apprendre à fonctionner en groupe. Ainsi que beaucoup de persuasion, Beruma a accepté de rejoindre l'un des clubs de l'académie avec Desfani, afin d'acquérir plus d'expérience dans la socialisation avec des groupes de personnes. À partir de là, la question était simple. Quel club serait le plus tolérant d'entre nous lorsque nous extérierons sur notre manga préféré? Quand ils ont vu Rose, les noms, Scooby-Doo, transporter un tas de collations et de mangas dans la salle de club de photographie, ils ont eu leur réponse. Au soulagement, Beruma, les garçons du club de photographie étaient amicaux et il était facile de s'entendre avec eux. Ils ont rejoint le club sans hésiter. C'est ainsi que 5 personnes incroyablement différentes se sont retrouvées dans le même club, unies par leurs liens et par le manga, plutôt que par une quelconque passion pour la photographie. Cela dit, il y a plus en eux que leur passe-temps commun. Ils ressentent tous un fort désir d'être plus comme les héros de leur histoire préférée. Échec, au crime, détective, résolveur de mystères, justicier. Pour l'instant, l'école est paisible, dont leurs journées sont décontractées. Et si quelque chose devrait arriver à l'école qui met en danger la sécurité des élèves, le club de photographie est prêt à ranger leurs mangas et leurs collations et à prendre leur appareil photo et à traquer le coupable qui trouble la paix. Rôle, club, statut, ouvrir, personnalité amicale, apparence semaine 1, faiblesse, travail acharné. Alors vous vous rendez compte que ce fameux club de photographie fait littéralement référence à Scooby-Doo et compagnie là. Je me rappelle plus des noms. Les noms, j'ai du mal à les prononcer. Et ce dessin animé, ça fait longtemps, hein, je me rappelle plus. Hein. Alors c'est pour ça que je dis juste Scooby-Doo. C'est un référence à eux. Hein. En mode un peu humour, avec quand même du sérieux pour les enquêtes et tout. Bon, allez, on passe à celui qui est extrêmement long. Aizu Aishi. Attendez, faut que je vous le montre quand même. Attendez, c'est très long. C'est très long. Attends, il y a étudiant et guérilla. Alors c'est l'étudiant.
Sanaichi. Enfin, on va voir. Ok. Et Guérilla. Attention. Ah oui! Ah ouais! C'est un guerrier en fait. Quelqu'un qui travaille dans l'armée. Putain, mais elle est long le chargement, s'il vous plaît, on sait jamais. Peut-être une petite tête coupée en bas. Non. Ah oui, il a changé. Ah, il a changé. Attendez, c'est long. C'est très long. Ça va nous prendre 15 ans à lire tout ça. Alors, je fais des petites pauses quand même. Hein, je mérite des pauses, ok. Alors, Enzu. Attends, comment on prononce Enzu? Anzu. On va dire Enzu. Anzu est né en 1919 à Kyoto au Japon. Son père était un médecin respecté et sa mère était enseignante. Ses parents croyaient fermement que les contributions d'un homme au monde dépendaient entièrement entièrement des valeurs qu'il avait développées dans son enfance. Et donc, dès son plus jeune âge, ils se sont efforcés de lui inculquer la compassion, la discipline et le respect de la vie humaine. Anzo a grandi calme, intelligent et empathique. Il excellait en biologie et avait l'intention de devenir médecin comme son père. Il avait été témoin de la montée progressive de militarisme dans les écoles japonaises. Solgan, c'est quoi ce nom? Oh là là, mais c'est quoi ce nom là? Patriotique, exercice militaire et glorification d'un grand empire japonais qui ne cesse de s'étend aussi loin que possible. Beaucoup de choses semblaient contredire directement les valeurs qui lui avaient été enseignées dès sa plus tendre enfance. Conquérir les autres semblait être l'exact opposé de la compassion. Les paroles nationalistes de ses professeurs le mettaient en mieux mal à l'aise, au pire physiquement malade, mais il comprenait que le fait d'exprimer sa dissidence entraînerait une punition et il était donc resté silencieux. À 6 ans, il a commencé à faire du bénévolat à la clinique de son père où il traitait des enfants malades et a commencé à développer une éthique médicale solide qui correspondait à sa morale forte. Peu de temps après avoir eu 18 ans, il a été enrôlé dans l'armée impériale japonaise où ses compétences médicales lui ont valu d'être affecté en tant que médecin de combat. Anzo est arrivé en Chine en novembre 1937, peu de temps après qu'une ville soit tombée aux mains des forces japonaises. Il descendit du navire du transport sur un quai épais de fumée et de débris. L'odeur du bois brûlé et la poudre à canon suspendue dans l'air. Les bâtiments de long de front de mer ont été noircis et brisés. La plupart des civils encore dans la ville n'étaient là que parce qu'ils étaient trop âgés, blessés ou malades pour fuir. Partout où il regardait, Anzo sentait le poids de la souffrance humaine peser sur lui. On lui avait dit que la victoire était quelque chose de glorieux, mais tout ce qu'il pouvait voir ici, c'était des vies brisées. Alors qu'il regardait un civil blessé boiter de douleur, il s'est rendu compte, le cœur serré, qu'il était peut-être la seule personne qui pouvait l'aider. Mais porter assistance à l'ennemi serait une trahison. Il savait que s'occuper des civils entraînerait une punition, mais son envie de guérir était plus forte que sa peur de peine auquel il pourrait être confronté. Il s'est glissé dans une tenue de fourniture médicale et la lisière de campement japonaise et a commencé à saisir des fournitures, bandages, antiseptiques, etc. Chaque instant passé dans cette tenue était un pari risqué. Si quelqu'un remarquait ce qu'il faisait, la conséquence serait immédiat et grave. Sous les couverts de crépuscule, Anzo s'éclipsa du campement, se baissant et se déplaçant silencieusement dans une ruelle. Il trouva l'homme qu'il avait vu plus tôt, la jambe saignée d'une blessure déchiquetée. Anzo s'agenouilla à côté de lui, nettoyant la coupure, enveloppa soigneusement à la banda du mieux qu'il put. Avec les fournitures volées, les yeux de l'homme s'écarquillèrent d'incrédulité, puis s'adoucit de soulagement lorsque Anzo termina. À quelques pâtés de maison de là, il a trouvé une vieille femme et son petit-fils blottis dans les restes d'un magasin à moitié effondré. Il leur a donné ce qu'il pouvait épargner, bandages, antiseptiques, et leur a indiqué sur une carte où ils pouvaient trouver une concession étrangère ou des
missionnaires et des travailleurs humanitaires avaient établi un refuge temporaire. Ils hochèrent la tête en silence, trop épuisés pour parler, mais Hanzo vit une lueur d'espoir dans leurs yeux. Hanzo retourna au campement japonais épuisé mais résolu. Personne n'avait remarqué son vol pour la première fois de sa vie. Hanzo réalisa le genre de soldat qui ne sera jamais. Quelqu'un qui suivait aveuglément les ordres. Il ne voulait pas laisser son uniforme être une excuse pour piétiner la vie des autres êtres humains. Alors que Hanzo se glissait tranquillement parmi ses camarades de soldats, il fut soulagé de voir que apparemment personne n'avait remarqué son absence. La journée avait été longue, des hommes fatigués et leur attention était concentrée sur la marche qui les attendait. Il s'assit près d'un groupe de soldats essayant de paraître aussi fatigués et indifférents que tout le monde. Une conversation anodine s'est engagée à proximité. Les soldats ont parlé du terrain qui allait traverser, des rivières qu'il faudra peut-être traverser à gué, des collines et des rizières à parcourir, la route étroite qui pourrait ralentir leur progression. Des questions d'ordre pratique se sont naturellement posées. Si les réserves s'épuisaient, les villages le long du chemin pouvaient-ils servir de ressources de nourriture et d'eau? Y a-t-il des villes amies ou neutres où ils pourraient se réapprovisionner? Au fur et à mesure que la discussion se poursuivait, le ton a changé. Les hommes parlaient avec de plus en plus d'enthousiasme de ce qu'ils prendraient dans les villages, pas seulement de la nourriture, mais aussi tous les objets de valeur qu'ils pourraient trouver. Peu à peu, les paroles s'assombrissaient. Un homme a ri en discutant de la discipline. Les villageois qui pourraient résister, la conversation s'est envenimée dans les discussions sur les passages à tabac, les exécutions et pire encore. L'estomac de Hanzo se tendit. Hanzo s'entendait à ce que la guerre soit dure, mais pas cruelle. Elle s'attendait à ce que ses compagnons d'armes soient disciplinés et non ouvertement et fièrement dépourvus de toute humanité. Plus ses compatriotes parlaient, plus Hanzo comprenait l'ampleur de ce qui allait arriver. Le village le long de la route menant à leur destination ne serait pas simplement occupé, il serait détruit. L'esprit de Hanzo semblait, que pouvait-il faire? Il n'était qu'un fermier, et pourtant plus il y réfléchissait, plus il se rendait compte des options qui s'offraient à lui. Il pouvait avertir les villages avant l'arrivée de l'armée, il pouvait voler des fournitures pour aider les civils ou les résidents, il pouvait saboter les préparatifs de l'armée, les ralentir ou donner aux gens une chance de survivre. Pour la première fois, un objectif clair s'est cristallisé dans son esprit. Il se consacrait à sauver des vies partout où il pouvait. Tous les villages ne pouvaient pas être atteints. Tous les plans ne peuvent pas être déjoués. Mais même des petits actes d'intervention comptaient. Hanzo a juré en silence d'agir partout où c'était possible. Chaque jour de la marche pour protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Hanzo s'autorisa quelques heures de sommeil mais se leva avant l'aube pendant que les autres soldats dormaient. Il rassemblait quelques provisions puis quitta le campement, se dirigeant vers le premier village que l'armée japonaise rencontrerait dans sa marche. Le voyage serait épuisant, mais il était prêt à supporter la pression sur son corps si cela signifiait qu'il pouvait sauver des vies. Lorsque Hanzo atteignit le premier village le long de l'itinéraire de marche prévu, les villageois le regardaient avec des yeux écarquillés de peur et de suspicion. Ils savaient que s'il essayait de parler, ils ne le comprendraient pas, ou paniqueraient au son d'un accent japonais. Ils savaient qu'il devait se fier à la langage corporel ou un geste de la main pour communiquer son avertissement. Tout d'abord, il sortit une carte qu'il avait apportée avec lui et la posa sur le sol. Ensuite, il montra l'insigne sur son uniforme, le petit drapeau japonais conçu sur sa manche, puis la position du campement japonais. À l'aide de son doigt, il traça une ligne partant du campement vers le village, indiquant le chemin de l'armée qui avançait. Ensuite, Hanzo a mimé en tirant avec un fusil sur les villageois. Il agitait violemment le bras, faisant tout ce qu'il put pour communiquer l'idée du danger et de la violence. Enfin, il agita ses mains d'avant en arrière en faisant les gestes amples, se dirigeant vers les villageois, puis s'éloignait, répétant les mouvements jusqu'à ce qu'ils comprennent ce qu'il essayait de leur dire. Partez, allez, échappez. Les villageois commençaient à parler entre eux. Hanzo écoutait attentivement leurs paroles. Les mots qu'ils ont
dit quand ils l'ont montré les mots qu'ils ont dit lorsqu'ils ont pointé dans la direction de l'armée japonaise qui approchait. Il montra l'écusson de son uniforme et répéta les mots. Les villageois semblaient surpris mais hochèrent la tête. Ils se sont rendus compte que c'était le mot pour japonais. Cela a pris un certain temps, mais il a réussi à confirmer le mot pour japonais, armée, tuer, village et évacuer. Les villageois comprirent leur situation désastreuse et commencèrent à se déplacer rapidement, rassemblant leurs enfants et leurs affaires, se dirigeant vers un endroit plus sûr, loin de la route que l'armée japonaise allait emprunter. Enzo poussa un énorme soupir de soulagement maintenant qu'il avait appris le vocabulaire essentiel dont il aurait besoin pour les alertes futures. Il serait plus facile de communiquer avec chaque village suivant. Il s'est rendu compte que même sans parler le même langage, il pouvait transférer des informations vitales et se faisait choisir progressivement les mots qui lui permettraient de parler plus efficacement. Cependant, son soulagement sera de courte durée. « Qu'est-ce que tu fais ?» Le sang de Enzo se glaça. Son cœur battait la chamade alors qu'il se retournait. Un soldat japonais se tenait là, un fusil en bandoulière, nonchalamment, la casquette baissée, cachant presque son visage. Enzo déglutit difficilement. Sa première pensée, je vais être exécuté. Si la nouvelle de ce qu'il avait fait parvenait aux officiers, il n'avait pas de procès, juste une balle. Il s'est démené pour trouver les mots qui lui permettraient de se sortir de cette situation. Cependant, il s'est vite rendu compte que mentir ne le sauverait pas. Au lieu de cela, il s'est endurci et a dit la vérité. Il savait que l'armée japonaise prévoyait de commettre d'innombrables atrocités dans ce pays. Il refusait d'être complice de tout cela, mais il ne suffisait pas de refuser de participer. Il voulait sauver autant de vies que possible, quitte à saboter ses propres compatriotes. Oh, c'est super long, mon Dieu. Le soldat écouta calmement le discours émouvant de Enzo. Il pencha la tête, le regardant avec des yeux illisibles. Il n'y avait pas de colère sur son visage. En fait, il n'y avait aucune émotion du tout, seulement un détachement clinique, comme si Enzo avait été un insecte tout dans un bocal en verre. Après ce qui lui apparut une éternité, le soldat finit par parler d'un ton plat et sans infléchissement. « Tu vas te faire tuer si tu continues à faire ça, a-t-il dit, la voix calme, comme s'il contenait de commenter la météo. Mais si vous refusez absolument d'arrêter, je suppose que je vais vous aider, je vais vous faciliter la tâche. » Enzo cligna des yeux stupéfaits. « Tu feras ça ? Tu ferais ça ?» Les yeux du soldat ne s'adoucirent pas. Il n'avait pas de sourire, pas de chaleur, seulement un regard troublant et calme qui semblait le transpercer. « Oui, je refuse de te laisser mourir. » Enzo expira lentement, une vague de soulagement effaçant le nœud de peur dans sa poitrine. Contre toute attente, il avait trouvé un allié, quelqu'un qui peut-être partager son dégoût pour la voie choisie par ses compatriotes. Cependant, il avait encore quelque chose qu'il devait savoir avant d'être complètement à l'aise de travailler avec cette personne. « Comment t'appelles-tu » Le soldat hésita comme s'il avait besoin d'un moment pour se rappeler comment il s'appelait. « Soldat Sento. Pourquoi vous êtes ici seul, si loin en avance sur l'armée? Aviez-vous l'intention de déserter pour faire défection ?» Le soldat détourna le regard comme s'il cherchait la vérité quelque part. « Bien sûr, allons-y avec ça. » Toute chez cette personne semblait bizarre, méfiante, erreur. Mais Enzo n'avait pas vraiment le luxe d'être pointilleux avec ses alliés. En ce moment-là, il a simplement choisi d'être reconnaissant que de tous les soldats de l'armée japonaise, la seule personne qui connaissait son secret était quelqu'un qui avait l'intention de l'aider au lieu de le dénoncer. C'est ainsi que le rite de moi suivait s'est établi. Le jour c'est dur, hein. Le jour, Enzo marchait avec son unité de la colonie interminable d'hommes qui serpentaient à travers la campagne. Ses bottes ont heurté la terre à l'unisson avec des milliers d'autres. L'air était rempli d'ordres criés, de cliquetis métalliques, de fusils et de silences fatigués des hommes qui conservaient leur force. Mais dans le gris pâle du petit matin, avant que ses compatriotes ne se réveillent, Enzo s'éclipsa parfois avec une excuse molle et
monnaie à propos de la vérification de l'équipement. Parfois, elle disparaissait si silencieusement que personne ne s'en aperçoit. Pendant cette heure volée, il traversait des champs et se glissait dans des villages qui dormaient encore dans l'illusion de la sécurité. Avec une carte, une poignée de mots chinois et un langage corporel universel compris, Hanzo a réussi à convaincre de nombreux villages chinois d'évacuer complètement avant l'arrivée de l'armée japonaise, assurant ainsi leur survie. Et dans chaque village, il a appris que quelques mots chinois les plus précieux, ce qui lui a permis de communiquer plus efficacement à l'avenir pour pousser chaque avertissement plus loin. Le soldat Sato a aidé Hanzo de toutes les manières possibles. Parfois, c'était aussi simple que de le couvrir lorsqu'il était absent. D'autres fois, Sato a fourni des informations précieuses comme les villageois les plus à risque. Il a même fourni des distractions qui permettaient à Hanzo de se faufiler sans être attrapé. Son comportement était toujours aussi troublant, mais il était un allié inestimable. Avec le temps, Hanzo a progressivement devenu plus audacieux lorsqu'il ne sauvait pas de vie. Il trouvait des moyens de ralentir la progression de l'armée japonaise. Au début, son sabotage était petit, presque invisible. Il desserrait les sangles pour que les paquets de munitions tombaient inaperçus dans la boue. Il desserra un roue juste assez pour qu'elle s'entrechoque pendant la marche. Personne ne le soupçonnait. Des accidents arrivaient, c'est ce que c'est. Mais à mesure que les jours se transformaient en semaines, son courage s'endurcissait. Il a commencé à couper des cordes au milieu de la nuit, à dissiper des munitions dans le champ et à verser de l'eau potable précieuse sur le sol où personne ne le remarquait jusqu'au matin. Les pénuries alimentaires se sont aggravées, les véhicules sont tombés en panne à des moments critiques. Ces actes de résistance se transformaient en coups qui entravaient véritablement la machine de la conquête. Sato s'est envenimé avec lui. Il guidait Hanzo entre les sentinelles vigilance avec un timing étrange. Il proposa calmement de s'occuper des soldats qui devenaient méfiants. Bien que Hanzo refusait toujours, refroidi par la désinvolture brutale de son ton, lorsque Hanzo s'est tourmenté devant le danger, Sato a seulement répondu « Comme je te l'ai dit, je n'ai pas l'intention de te laisser mourir. » Une nuit après près d'un mois d'efforts, alors que Hanzo commençait à se glisser hors du campement japonais aux premières heures du matin comme il avait fait tant de fois auparavant, une main rugueuse lui saisit l'épaule. Il savait exactement ce que cela signifiait. Il se retournait lentement, sachant exactement ce qu'il verrait avant de le voir, un groupe de soldats qui le regardaient avec des yeux plissés. Je le savais, alors c'était toi après tout. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez toi. Le soldat le plus proche de lui leva le poing et le frappa aux côtes, lui coupant le souffle. Un autre lui a donné un coup de pied dans le côté. Il s'est effondré dans la terre à bout de souffle. Les coups sauvages qu'il a reçus au cours des minutes suivantes n'étaient pas destinés à le tuer, étaient destinés à punir et à humilier l'homme qui avait rendu le dernier mois de leur vie beaucoup plus difficile qu'il ne devrait l'être. Finalement, après avoir été satisfait de la quantité de punitions qu'il lui avait infligées, ils lui lièrent les mains derrière le dos avec une corde et le traînèrent brutalement vers le centre du camp. Une foule de soldats y rassemblés ayant appris que certains de leurs camarades avaient enfin découvert l'identité du traître qui avait saboté leur opération au cours des mois écoulés. Comme il avait dit une fois, il n'aurait vraiment pas une... Attends, je fais une pause. Attendez, je suis. Comme il l'avait dit une fois, il n'y aurait vraiment pas d'épreuve. Un commandant aboya des ordres et un petit groupe de soldats rassemblant des fusils pour une exécution rapide. La poitrine d'Hanzo, j'ai oublié le nom là, d'Hanzo se serra avec un mélange de douleur et de peur. Il a essayé de se réconforter en pensant aux vies qu'il avait sauvées, mais lorsqu'il regarda le canon d'un ensemble de fusils, la terreur est inévitable. Il a été forcé de se tenir devant une tranchée creusée à la hâte, meurtrie et ensanglanté, le fusil braqué sur lui. L'air était froid et calme. Les premières lueurs pâles de l'aube commençaient à peine à se glisser à l'horizon.
Enzo ferma les yeux et tentait d'imaginer le visage des personnes qu'il avait aidées dans une tentative désespérée de se convaincre que sa mort était un petit prix à payer pour leur sécurité. Alors, boum! Une explosion soudaine assourdissante a déchiré le camp et de la fumée s'est élevée dans toutes les directions, obscurcissant la vue du peloton d'exécution. Enzo perdit l'équilibre et tomba au sol, les oreilles bourdonnantes, le cœur battant, puis à travers le chaos, il entendit quelque chose de plus en plus fort, le rugissement d'un moteur. Un camion de transport militaire a roulé à toute vitesse vers Enzo, faisant la fumée et la confusion, puis a dérapé jusqu'à s'arrêter à côté de lui. Une personne dont il a vaguement reconnu la silhouette a sorti de la camionnette et l'a tiré sur ses pieds, l'a poussé dans le véhicule et a claqué la porte, puis a remonté sur le siège du conducteur. Sato, comme toujours, les mains du soldat au visage de pierre étaient stables, l'expression calme malgré le chaos qu'il venait de créer. Il claqua l'accélérateur au sol, déchirant le campement à toute vitesse. Les soldats leur criaient dessus et levaient leurs armes, mais l'épaisse fumée et les désorientations leur faisaient gagner des précieuses secondes. Ils ont arraché un chemin de terre pour s'éloigner du camp. Une fois qu'ils furent à une distance de sécurité, Satoru prit le camion hors route, s'enfonça dans une forêt, s'arrêta à un endroit où le camion s'était caché par d'épaisses broussailles et coupa le moteur. Il retira la corde autour du poignet de Enzo, le libérant et lui permettant enfin de s'asseoir sur son siège et de reprendre son souffle. Enzo se retourna pour regarder Sato, l'homme qui venait de risquer sa vie pour le sauver, un homme qui serait maintenant qualifié de traître et pourchassé par l'armée japonaise. Sato, pourquoi demande-t-il, la voix rauque encore blessée par le passage à tabac de la vieille. Pourquoi feriez-vous autant pour moi? Pourquoi voudriez-vous tout jeter pour moi? Sato regarda droit devant lui pendant quelques instants, puis enleva sa casquette militaire pour une fois. Enzo avait un regard clair sur le visage de Sato. Ses traits étaient calmes, résolus et féminins. Non seulement cela, mais ses traits étaient familiers. Attendre, Enzo connaissait ce visage. Il avait déjà vu ce visage auparavant. De retour au Japon, il connaissait cet homme. Non, il connaissait cette femme. Pourquoi demandez-vous? C'est parce que je t'aime. Pourquoi demandez-vous? La bouche de Enzo s'ouvrit alors qu'il essayait d'absorber la révélation qui se déroulait devant lui. Sato était une femme, et pas n'importe quelle femme. C'était une de ses camarades de classe. Ils étaient allés à la même école ensemble. Cette femme qui n'avait pas encore obtenu son diplôme d'études secondaires, qui venait le sauver d'une mort certaine, était Arisa Aishi. C'est toi. Pour la première fois, son expression changea. Tu as dit mon nom. Elle rougit comme une écolière timide et embarrassée, recevant un compliment de son béguin, et se détourna, fit son visage dans ses mains. C'était comme si elle s'était transformée en une personne complètement différente. Enzo avait 1000 questions, mais juste assez de souffle pour poser la plus évidente. Comment? Les femmes ne sont pas autorisées dans l'armée. Je voulais être près de toi, alors comme vous avez été conscrit, j'ai abandonné l'école, j'ai commencé à travailler dans une usine à côté du camp où on recevait une formation de base juste pour vous regarder, pour m'assurer que tu allais bien. Enzo fut si touché par ces mots que sa main vola vers sa poitrine, juste en dessous de son cœur. Arisa, il ne lui est pas venu à l'esprit que cela pouvait être le comportement d'un harceleur psychotique et obsessionnel. Il pensait juste que cela faisait chaud au cœur. C'est tellement gentil. Je ne pouvais pas rester assis à Kyoto et faire semblant que la vie était normale, sachant que vous étiez sur le point d'aller à la guerre. Hors de ma vue, hors de ma portée, une nuit, j'ai vu un garçon de votre unité s'échapper du camp. Pendant la nuit, il désertait, il a enlevé son uniforme, l'a laissé dans la poussière, s'est enfui dans la nuit et n'est jamais revenu. Le lendemain matin, il aurait été porté disparu, mais son uniforme était juste là, alors je l'ai prise, son nom, sa place dans votre unité, toute son identité, et personne ne l'a remarqué. Enzo était incrudel. Qui était-il de l'examen médical que nous avons tous dû subir? Le garçon avait déjà réussi cet examen, c'est pourquoi cela a fonctionné. Les dossiers indiquaient qu'il était en forme alors que j'ai pris
sa place, tout ce que j'avais à faire était de répondre au strict minimum et personne n'est pensé à remettre en question. J'ai gardé mes cheveux courts, ma voix basse et ma tête baissée et je n'ai qu'un autre visage dans la foule des garçons. Et puis, tu m'as suivi jusqu'ici. Arissa sourit faiblement. Oui, où irais-je d'autre? C'est à ton côté que j'appartiens. Il a fallu du temps à Enzo pour diriger tout ce qui venait de se passer. Se faire prendre, presque être exécuté, être sauvé par Sato, la grande révélation que Sato était en fait une ancienne camarade de classe et la révélation encore plus grande qu'elle l'aimait suffisamment pour se faire passer pour un homme, rejoindre l'armée et voyager en Chine. Mais en attendant, il ne pouvait pas rester assis dans un camion, il devait agir. Hanzo savait que l'armée japonaise n'abandonnerait pas ses recherches et que... Waouh, oh putain, 35, on n'a pas fini. Oh. Hanzo savait que l'armée japonaise n'abandonnerait pas ses recherches et que leur cachette finirait par être découverte. Il savait qu'il devait s'éloigner le plus possible de l'armée japonaise. Il est sorti du camion et s'est vite rendu compte qu'il pouvait à peine marcher. Les coups sauvages qu'il avait reçus de ses compatriotes l'avaient presque paralysé, mais Arissa était là pour qu'il puisse s'appuyer. Après avoir soigneusement étudié une carte des environs, Hanzo et Arissa ont déterminé l'endroit optimal pour se cacher, un village chinois éloigné de la trajectoire de l'armée japonaise. Il était possible que certaines de ces personnes dans ce village soient des personnes que Hanzo avait rencontrées dans le passé lorsqu'il avait averti les villages d'évacuer et de se réfugier ailleurs. Hanzo pourrait être reconnu comme un allié, bien que chaque étape du voyage ont été douloureuse, pas seulement au sens figuré, mais au sens propre, car Hanzo se remettait encore de cette raclée. Ils ont finalement réussi à atteindre le village chinois comme il l'avait espéré. Hanzo y vit des visages familiers. Apparemment, il était devenu une sorte de héros populaire local et les villageois étaient heureux de lui rendre sa gentillesse envers eux en l'aidant à récupérer. Hanzo a passé plusieurs semaines à reprendre des forces après avoir été identifié comme un saboteur. Pendant ce temps, il a été débattu avec une question évidente. Il s'est débattu. Que faisons-nous maintenant? Une fois capable de marcher et de se battre à nouveau, quelle option s'offrait à lui? Il abhorrait toujours l'armée japonaise et souhaitait toujours aider activement les Chinois, mais n'avait pas le plan d'action à long terme. Hanzo et Arisa avaient initialement prévu d'offrir simplement du travail, de la protection au village situé aux bordures du territoire occupé, mais une rencontre furtive les a rapidement mis en contact avec une cellule de la 8e armée communiste chinoise. La cellule, composée de combattants paysans, d'étudiants révolutionnaires et de quelques anciens soldats japonais, a vu de la valeur à Hanzo et Arisa qui ont été accueillis dans la cellule. Les années qui suivirent ne furent pas marquées par des combats constants, mais par le rythme régulier de la vie de guérilla. Hanzo et Arisa sont devenus des spécialistes dans des tâches qui jouent sur leurs compétences uniques. Hanzo, avec son essence de la procédure militaire japonaise, fournit des renseignements sur les itinéraires des patrouilles, les convois, des ravitaillements et les aptitudes de garnison. Arisa, capable de passer plus facilement pour un villageois ordinaire transportant des messages, explorait les terrains en rassemblant des provisions ensemble. Ils ont participé à des actes de sabotage soigneusement choisis, couper des lignes de chemin de fer, faire dérailler des trains japonais ou tendre des embuscades à des caravanes de ravitaillement lorsque le risque était faible et les récompenses élevées. La cellule a survécu en se fondant dans la campagne. Des mois pouvaient passer sans peu de combats, occupés plutôt par l'agriculture, la réparation d'outils, le forgeage de recrues et le déplacement entre les refuges. Lorsque les représailles japonaises menacèrent un village, Hanzo et Arisa rejoignaient les combattants pour se disperser dans les collines, se cachant dans des grottes ou des forêts jusqu'à ce qu'ils puissent revenir en toute sécurité. Lorsque la guerre s'est terminée en 1945, Hanzo et Arisa avaient passé près de 6 ans à vivre parmi les guerrilleros. Ils n'avaient combattu que cela était nécessaire, mais leur travail de renseignement et leur opération de sabotage sélective avaient sauvé d'innombrables vies au fait de figures respectées au sein de la résidence.
Une fois que la guerre terminée, Hanzo se retrouva à un carrefour profond. 6 ans de vie de guerriero l'avaient affecté et il aspirait à retourner à la vie civile. Cependant, qu'il y avait une dernière chose qu'il devait faire avant de pouvoir retourner au Japon, s'assurer que quiconque avait commis des atrocités pendant la guerre était puni par ses actes. Enzo insista, témoigner devant les autorités alliées chinoises. Sa motivation était claire, s'assurer que les soldats, les officiers et les commandants qui avaient ordonné aux commis des atrocités en Chine occupés ne soient pas autorisés à échapper à la justice. Les crédibilités de Hanzo en tant que transfuge japonais, quelqu'un qui avait non seulement déserté mais résisté activement, a fait de lui un témoin rare et précieux. Arisa, bien que moins directement liée aux archives militaires, a corroboré les récits de massacres, de travail forcé et d'autres crimes qu'elle avait vus ou dont elle avait entendu parler pendant son séjour dans la Guerilleros. Ils ont été convoqués à Nanjing, où le tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient et les tribunaux subsidiaires chinoises pour crimes de guerre ont recherché le témoignage de ceux qui avaient une connaissance directe de l'inconduite japonaise en Chine. Hanzo a décrit des incidents allant de l'incendie de villages soupçonnés d'abriter des guerrilleros à l'exécution systématique des civils accusés d'aider les combattants de la résistance. Sa capacité à identifier les officiers, des unités et des procédures spécifiques était particulièrement précieuse. Arisa, s'appuyant sur ses expériences à la campagne, a parlé de représailles, de famine et de la destruction des moyens de subsistance des civils. Le témoignage du couple, bien que douloureux à raconter, a été incorporé dans les plus grands nombres de preuves utilisées pour poursuivre les officiers japonais dans les procès internationaux et nationaux chinois. Certains des hommes nommés par Hanzo ont été condamnés à la prison et ont été carrément exécutés. Ils ne seraient jamais autorisés à disparaître dans le chaos de l'après-guerre en se cachant dans l'ombre, évitant jamais leur responsabilité. Ce n'est qu'après avoir accompli ce devoir que Hanzo et Arisa retournaient discrètement au Japon. Ils ont reconnu leur rôle en tant que transfuges, leur voudrant la haine et leurs compatriotes. Alors ils ont soigneusement construit une histoire de couverture pour eux-mêmes, afin de cacher la vérité de ce qu'ils avaient réellement fait au cours de 6 dernières années. En se fondant dans la société ordinaire et en dissimulant soigneusement les années qu'ils avaient passées à l'étranger, ils ont pu vivre le reste de leur vie en tant que citoyens anonymes dans l'ombre du Japon d'après-guerre. Cependant, ce que Hanzo avait vu pendant la guerre lui a laissé une aversion permanente pour son pays d'origine. Peu importe le nombre d'années qui ont passé, ils n'ont jamais été capables de pardonner au Japon. Hanzo s'est assuré que ses enfants et petits-enfants étaient bien au courant des actions du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Il les a avertis de ne jamais être aveuglément patriotes envers le pays d'origine. Cette aversion générationnellement pour le Japon s'est finalement manifestée par un désir de quitter complètement le Japon, et le descendant de Hanzo a fini par quitter le Japon et vivre en Amérique. Rôle senpai, statut mort, personnalité compatissant, l'apparence, le passé, faiblesse, conscience. Bon écoutez, je ne veux pas perdre de temps, on va devoir arrêter la vidéo parce que c'était extrêmement long. Tant pis pour le club de cuisine, même s'il est pas long, il est pas long quand même. Bon, il est pas long, allez, c'est juste parce qu'il est pas long, hein. Il dure quelques secondes. Exceptionnellement, aujourd'hui la vidéo durera plus longtemps parce que c'était extrêmement long l'autre. Résultat, l'autre, en fait, c'est un bon. Il a travaillé dans l'armée et tout, mais c'est un bon, hein, vraiment. Et du coup, c'était une femme, la personne qui l'a aidé. Bon, vous connaissez tous le club de cookies, hein, pas besoin de faire. En plus, lui, on l'a vu personnellement. Alors, c'est parti. Alors, le club de cuisine de l'Académie est un groupe diversifié d'étudiants avec des goûts et des valeurs très différentes, unis par une appréciation collective de la bonne nourriture.
Shuku, les noms au revoir, hein, est chargé de gérer le club de cuisine lorsque le chef du club, Amai Odayaka, n'est pas présent. En tant que fin connaisseur de bonne cuisine avec un palais très exigeant, il rêve de devenir un jour un chef 5 étoiles de renommée mondiale. Kenko, voilà, s'est engagé à maintenir une alimentation saine à l'intention de s'abstenir de malbouffe toute sa vie. Il ne juge pas les autres pour leur choix alimentaire, mais il prêche les avantages d'une alimentation saine à chaque occasion. Seiko Akanashi est d'ethnie et de nationalité japonaise, mais elle est profondément fascinée par tout ce qui vient du pays occidentaux, en j'arrive plus à parler, je suis désolée. En particulier par la nourriture, il aime utiliser des mots anglais dans le langage de tous les jours et croit qu'il était un cow-boy dans une vie antérieure. Haji Ashitomi s'inquiète du fait que la culture occidentale domine trop le Japon et se soucie profondément de la préservation de la culture japonaise. Elle est déterminée à maîtriser l'art de préparer la cuisine japonaise traditionnelle. Là c'est elle, là c'est le cow-boy, là c'est le chef, là c'est celui qui veut manger sain, et elle c'est la japonaise. Et du coup Saki, on connaît tous Saki, pas besoin de vous la présenter, hein, aime les sucreries, les bonbons et les desserts et rêve de devenir une pâtissière, quelqu'un qui a une formation dans la fabrication des pâtisseries, des desserts et des sucreries. Elle a la meilleure amie et la plus proche confidente de Kokona Haruka. Rôle club, statut ouvrir, personnalité amicale, apparence féminine, faiblesse, divers. Et ben écoutez, je sais pas c'est la combienième de partie qu'on est en train de faire, mais c'est la partie beaucoup. Et ben on s'arrête là, on attendra qu'il y a 3-4 nouveaux personnages suivant leur longueur de dialogue, hein, qui arrivent pour pouvoir faire une nouvelle vidéo dessus. Bon, moi ça c'est clos. J'ai plus de voix, d'accord, je suis mort actuellement, j'ai plus de voix de l'intérieur là. Je vais pas perdre de temps parce que quand même 47 minutes, l'autre il était infini ou quoi là, c'est un roman l'autre truc, c'est pas possible. Il nous a fait un roman en fait, c'était pas une histoire là, c'était un roman, c'était pas une information ou quoi là, c'était... Bref, on perd pas plus de temps, au revoir pour de nouvelles vidéos.